Voilà, vous êtes donc toujours, le coup de notre émission, j'ai creusé sur une radio. Nous allons aller du côté donc de Paris, pour avoir donc le leader du PDN, Monsieur Lassana Kouyaté. Avec lui, nous allons donc faire donc le point de la situation sociopolitique en Guinée. Alors, Monsieur Kouyaté, nous avons eu un petit problème tout à l'heure. Je disais que la presse donc annonçait donc votre retour à Conakry la semaine prochaine. Est-ce que cette information est vérifiée? Non, la presse est devenue tellement diluée qu'on ne la contrôle plus à certains égards. Même les noms professionnels s'y et devant cette date, en tout cas pour ce qui concerne mon retour, il y a un peu de fantaisie là-dedans. Je n'ai pas encore donné à mes militants et à mon bureau exécutif la date exacte de mon retour, pour les raisons d'ailleurs qui leur sont connues. Voilà, pour les raisons qui vous sont connues. Alors, je parlais tout à l'heure donc de l'accord donc de Paris entre les trois leaders de partis politiques. Dans ces accords, vous ne reconnaissez pas donc la CENI, et aussi je pense aussi dans le pouvoir du président donc Alpha Condé. Est-ce que vous maintenez toujours votre position? On maintient notre position. Ce n'est pas nous qui sommes concernés par la légitimité, c'est lui. La légitimité. La source de cette légitimité, c'est le peuple. Et le peuple qui a un instrument qui s'appelle la Constitution et les lois de la République. Quand on prête serment qu'on respectera scrupuleusement, n'est-ce pas, cette Constitution et les lois républicaines, alors on ne les viole pas une fois élus, une fois intronisés, une fois investis. Et malheureusement, nous avons constaté qu'il y a un chapelet de violations de lois auquel le président, n'est-ce pas, donne libre cours, et c'est ce qui nous amène à constater qu'il n'est plus en adéquation avec son serment, donc il n'est plus en adéquation avec le peuple qui l'a élu. Oui, alors vous contestez la légitimité, mais pas la légalité, si je comprends bien. Oh, la légalité n'est légale que si elle est légitime aussi. La légalité, c'est la loi. Et cette loi a pour référentiel, n'est-ce pas, absolu, le peuple. C'est après tout la République, c'est la démocratie qui veut dire le pouvoir au peuple. Et c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme on le dit classement depuis le royaume grec déjà. Alors, légalité et légitimité vont ensemble. Dès lors que la loi est issue de l'Assemblée, et une assemblée élue par le peuple, alors ce qui est légal doit être légitime, parce que la légitimité est au-delà de tout. Donc concrètement, le président Alpha Condé n'est plus président, c'est bien ça? Pour nous, ça veut dire, n'est-ce pas, que nous reconnaissons qu'il a violé, n'est-ce pas, les lois de la République. Et on a cité dans les déclarations une des toutes premières violations. Quand on prête serment, ce sont des choses qu'on doit respecter parce que c'est prescrit par la Constitution. Et de quoi il s'agit? D'abord, la promulgation illégale de la loi dite organique pour la création de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Et vous savez bien que là, il y a eu parjure, parce qu'on s'est référé à une loi qui a été votée, ratifiée par le Conseil national de transition, et dans la publication du décret, on a modifié une partie d'une loi adoptée, n'est-ce pas, par le législatif. C'est ce qu'on appelle parjure. Et ça veut dire que c'est gravissime, parce que ce sont des choses qui sont passibles, n'est-ce pas, des peines les plus lourdes, y compris pour le chef de l'État. Il y a, bien naturellement, ce que vous savez déjà, le maintien en place des délégations spéciales, après, n'est-ce pas, le renvoi des communes, des conseils communaux. Et la loi, c'était précisément les articles 77 et 105 du Code des collectivités locales, stipule que les délégations spéciales, si jamais on en met en place, comme cela a été le cas quelques mois seulement après son arrivée au pouvoir, que ces délégations spéciales ne peuvent pas continuer au-delà de 6 mois. Elles sont là-bas depuis presque 4 ans. Si je peux continuer à citer encore l'ordre des élections présidentielles et des communales.
On a entendu toutes sortes d'arguments. Les gens se réfèrent très souvent à l'accord signé en 2013. Mais moi, je ne me réfère même pas à cet accord. On dit ça fait partie, ça ne fait pas partie. Là n'est pas la question. Mais je me réfère à la Constitution qui stipule que les élections communales, les élections locales doivent suivre les élections législatives 6 mois au maximum après. Et on est à combien de temps maintenant? Les élections législatives, c'était en 2013. Nous sommes en 2015 là. Là encore, la loi est violée, la Constitution est violée. Je peux continuer à citer comme ça, notamment l'article 26, l'article 36, il y a beaucoup de violations. Si des Guinéens veulent vraiment que nous soyons un pays respectable, respecté, commençons d'abord par respecter les lois que nous nous fixons. Je n'ai aucune haine. Je dis simplement que la Guinée doit être un pays normal. Cette normalité commence par l'application des lois, parce que les lois ne sont pas nées comme ça. Les lois sont nées de facteurs de dissension, des difficultés des sociétés à s'entendre, à harmoniser leurs positions. Et donc, c'était comme la jungle. C'est pour tirer l'humanité de cette jungle que les premiers, c'était les Égyptiens d'ailleurs, les paysans égyptiens, à réfléchir sur ce sujet, on dit, créons, n'est-ce pas, le pharaon. Le pharaon est né de la volonté des hommes pour qu'il arbitre. Mais sur quelle base il va arbitrer? Il faut des règles. Voilà d'où les lois sont venues. Mais tout cela est fait pour que nous puissions vivre en paix, dans l'harmonie. Et s'il y a des conflits, puisqu'il y en aura toujours, que ça soit réglé en fonction de ces lois. C'est ce que nous demandons. Quiconque ne le fait pas est illégitime. Illégitime. Alors, vous demandez donc, vous ne reconnaissez pas donc la légitimité du président Alpha Condé, vous ne reconnaissez pas donc la CENI, hein. Par la même occasion, vous demandez un peu donc la forme, hein, la recomposition donc de la CENI. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, M. Kouyaté? Ce n'est pas du tout contradictoire. Et en fait, cette CENI ne date même pas de 2010 ou de 2009. La CENI, il y en avait avant, 2007 déjà, il y avait la Sénat d'abord, c'était, n'est-ce pas, la Commission nationale autonome, mais quand il y a eu les émeutes de 2007, de 2006-2007, la finalité a été l'accord tripartite signé par le gouvernement, les syndicats et la société civile et les institutions républicaines. C'est là que la question de la CENI est revenue avec la composition que vous connaissez. Au départ, il faut reconnaître, l'équilibre même est faussé dès le départ, puisque c'est cet accord qui a dit que 10 membres de cette CENI reviennent à la majorité présidentielle, à la mouvance présidentielle comme on le dit généralement, 10 reviennent à l'opposition, 2 je crois à l'administration et 3 à la société civile. L'administration et la mouvance, c'est la même chose. Puisqu'on rentre dans cette affaire de CENI, c'est par défiance et par méfiance, n'est-ce pas, du ministère de l'Intérieur. Sinon, la CENI n'aurait pas existé. La CENI n'existe pas dans les pays, n'est-ce pas, où on sait que le ministère de l'administration du territoire ou de l'intérieur ne peut absolument rien faire que donner les résultats qui sont sortis des urnes. C'est cette méfiance qui a amené, n'est-ce pas, les Sénats et les CENI à partir notamment de la conférence nationale tenue au Bénin. Alors, dès le départ, il y a donc, si vous voulez, 12 d'un côté, 10 de l'autre, avec 3 qui sont censés être de la société civile, donc neutres, et qui ne le sont pas d'ailleurs. Avec la propension à la corruption, on corrompt ceux qui viennent, ceux qui sont d'abord de l'administration sont de ce côté, les sociétés civiles, l'État déploie des fonds pour pouvoir les récupérer, et finalement, cette société, cette CENI n'est pas représentative de l'équilibre. Vous avez entendu déjà
toutes les déclarations, depuis d'ailleurs que le lendemain déjà de la mise en place de ces CENI, il y en a qui ne reconnaissaient plus répondre de leur parti, alors que ce sont les partis qui les ont envoyés là. Alors, nous sommes tentés de nous dire donc à qui un peu la faute, hein, M. Kouyaté. Alors, l'autre question que je vais vous poser, M. Kouyaté, après, donc, si vous voulez, donc, un mois donc, de manifestation, le gouvernement et certains partis, donc certains leaders politiques guinéens, vous accusent l'opposition de vouloir créer, si vous voulez, un désordre, ou bien de vouloir faire donc un coup de force. Alors, qu'en dites-vous? Oh, écoutez, quand un État est bien géré, quand donc, la haute autorité nationale, le premier magistrat du pays, respecte les lois et veille sur l'unité de la nation, et au lieu de se baigner dans les divisions, je crois que, honnêtement, la faute ne peut provenir que de l'État. Pourquoi, bon Dieu, des pays qui ont connu des situations pires que la Guinée, mais qui s'en sont sortis et ne sont pas à ces égarements près? C'est parce que là, les lois et les accords qui ont été noués sont respectés. Pour notre cas, ça ne l'est pas. Il y a eu Ebola, peut-être qu'on en parlera, mais même avec Ebola, il a été dit par l'autorité suprême que Ebola n'existe pas. Bon, il dit non, c'est parce que les laboratoires ne nous avaient pas encore dit, mais gouverner, c'est prévoir. Et le risque n'est jamais, jamais, jamais grand que quand on nie une chose qui devient presque évidente. Et même si elle n'était pas évidente, il est plus sécurisant pour un État responsable de dire faites attention, au premier signal déjà, faites attention, les laboratoires n'ont rien dit encore, mais ce qu'on a comme information, cette maladie est grave. Alors, au lieu de cela, on dit saluez-vous, embrassez-vous, ça n'existe pas. C'est un langage absolument irresponsable. Ce sont des questions que je soulève comme ça. Tout ce qui met aujourd'hui ce pays en émoi. Parce que ce problème d'Ebola fait partie. Merci beaucoup donc, M. Kouyaté. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans une impasse politique aujourd'hui? Impasse? Oui. Je ne craindrais pas de le dire. Impasse dans la mesure où, n'est-ce pas, chacun s'arc-boute sur sa position. Mais vous avez parlé tout de suite du désordre et autres. Le dernier Jeune Afrique porte sur une interview que le président Alpha Condé a donnée. Je l'ai devant moi là. Et où on lui dit les manifestations contre vous font des blessés et parfois des morts. Vous en rejetez la responsabilité sur l'opposition. N'est-ce pas un peu facile d'exonérer ainsi les forces de l'ordre? Il répond, et je le cite, je n'exonère personne. Cette police et cette gendarmerie, je ne les ai pas créées. J'en ai hérité. Et je suis en train de les reformer, tout comme j'ai reformé l'armée. Pour que ces fonctionnaires habitués à la répression acquièrent des réflexes démocratiques, cela prend du temps. Et je ne nie pas que des bavures surviennent, etc., etc. Donc, vous voyez, il reconnaît lui-même. Alors, pourquoi on veut blâmer seulement l'opposition? Qu'il y ait des excités aussi de ce côté, je n'en disconviens pas. Moi, l'enfant Kouyaté, je ne militerai jamais en faveur du désordre en Guinée. Partout où j'ai été, je suis estampillé déjà comme quelqu'un qui fait la paix. Et j'ai donné suffisamment de preuves, ailleurs, comme en Guinée d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses, toute chose ne se dit pas, mais il y a des évidences que j'ai travaillé pour la paix dans ce pays. Et ce n'est pas moi qui prendrai le feu pour le mettre à la Guinée. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes dans une impasse politique, ce qui veut dire qu'il faut trouver donc des solutions de sortie de crise, Monsieur Kouyaté. Alors, de l'autre côté, vous refusez certainement donc le dialogue encore parce que selon vous, les autres dialogues n'ont pas du tout abouti, on n'a pas réussi donc à appliquer les résultats donc de ce dialogue. Oui. Allô? On n'est pas en manque. Oui, allô? Oui, allez-y, oui. Roger, on n'est pas en manque de dialogue. Mais est-ce que, honnêtement, pour vous,
c'est sérieux de mettre les procès-verbaux les uns sur les autres et s'asseoir jusqu'à l'éternité pour ne pas les voir appliqués. Quand on est sérieux dans son idéal de paix et de concorde nationale, une fois qu'un accord est signé, issu d'un dialogue sincère, franc, alors il faut les appliquer. Mais ceux qui ont été signés, des accords signés, l'accord notamment de 2013 n'a pas été appliqué. Oui, mais justement, le gouvernement dit qu'à cet effet, ils ont appliqué donc les accords, hein, puisque moi-même j'avais lu pratiquement... Oui. En quoi ils ont appliqué les accords? Il y a eu donc l'organisation des élections législatives. Hein. Pour eux, donc, les accords étaient portés sur l'organisation des élections législatives. Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Et cette élection des élections législatives, il est facile de dire que nous avons organisé des élections législatives, mais vous savez dans quel chaos ça a été fait, dans quelle fraude ça a été fait. Le rapport de l'Union européenne en fait foi. Référez-vous à ce rapport qui dit exactement ce que je vais vous dire là, que toutes les recommandations qui ont été faites pour que ces élections soient transparentes et justes n'ont pas été appliquées. Ça, c'est le rapport de l'Union européenne. Après le vote. Pourquoi pensez-vous que mon parti n'est pas à l'Assemblée? Parce que non seulement on a refusé de reconnaître la décision du peuple de mettre des députés là, mais en plus, j'étais absolument convaincu que cette Assemblée allait être stérile, et comme on le voit aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les autres ont suspendu leur participation, alors que moi je l'ai fait depuis le début. Donc c'est pas tout que d'organiser, de dire, c'est bon de dire j'ai organisé une élection, mais à quelles conditions, dans quelle nébuleuse, avec quelle violation? Tout cela est une réalité. Mais l'accord même ne se limite pas à ça. L'accord ne se limite pas du tout à ça. Il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. Et les listes électorales, on a beau dire qu'il fallait les réviser, ça n'a pas été révisé du tout. Et le chronogramme électoral, l'ouverture des 2000 CARL, le déploiement de 4000 opérateurs et des 200 superviseurs, la réaffectation des kits de réserve, rien de tout cela n'a été fait. Mais finalement, on perd le souffle et on dit, bon, allons à quel prix pour qu'on en sorte. Voilà ce qui, parfois, semble donner des résultats, alors que ce n'est que des subterfuges qui vont vous rattraper après. Alors, les mesures d'accompagnement et d'apaisement, qu'est-ce qui a été fait? Alors que le gouvernement s'est engagé à diligenter les enquêtes judiciaires sur les violences qui ont marqué les manifestations politiques. Et le gouvernement s'est engagé sur le principe de l'indemnisation des victimes. Le gouvernement s'est engagé à garantir la sécurité et l'intégrité physique des citoyens en général et des leaders politiques en particulier, à veiller à la liberté de mouvement des acteurs politiques dans le cadre de leurs activités conformément à la loi. C'est après tout ça là que moi j'ai fait l'objet de blocage par la police, la gendarmerie, par-ci par-là, au gré de mes déplacements à l'intérieur du pays. Alors vraiment, chacun doit être édifié sur ce qui se dit et sur ce qui se fait. Ce qui se fait et ce qui se dit sont en totale contradiction. Donc, si je vous comprends bien, hein, aujourd'hui, vous n'êtes pas disposé certainement à vous asseoir à une table donc, de dialogue ou bien de négociation. Dites de dialogue ou bien de négociation. Et le faux, il n'y a pas de dialogue, il n'y a que des preuves de bonne foi de dialogue. Il faut, n'est-ce pas, que tout ce qui n'a pas été appliqué et qui aurait pu permettre un degré de confiance, on ne va pas comme ça, même l'accord qui s'obtient, en réalité, la solennité de la réunion, ça prouve déjà qu'on a fini de boucler presque tout. Vous comprenez? C'est soit la technique de la médiation, on boucle et après, on se retrouve pour en donner les résultats. Mais rien de tout cela n'est fait. Vous voulez qu'on aille dans l'acrimonie, nous asseoir encore autour d'une table, en sachant, en préemptant que ça ne sera pas appliqué comme les précédentes? Oui, certaines personnes vous diront que c'est un processus.
On vous dira que c'est un processus. Ah, non. Le processus, c'est l'enchevêtrement des différentes étapes qui sont résolues, clarifiées. On ne va pas accumuler, c'est un peu comme mettre beaucoup de saleté sous le tapis et dire quand ça sera à l'autre bout, c'est un processus, je vais nettoyer. C'est pas comme ça. Quand vous mettez la première saleté, il y a une deuxième et qu'on dit il faut l'enlever pour que ça soit propre. Que ça soit propre. Alors, c'est un processus, mais le processus, c'est l'enchevêtrement des différentes étapes et qui sont élaguées, qui sont discutées, qui sont acceptées. Alors, le gouvernement continue toujours donc de lancer donc un appel à la retenue et au dialogue. Hein. Monsieur Alpha Condé a demandé donc à rencontrer le chef des filles de l'opposition, Monsieur Cellou Dalein Diallo. La première tentative du vendredi dernier n'a pas eu lieu. À qui la faute? Est-ce que vous êtes favorable à cette rencontre? Personnellement, j'ai pas été du tout consulté. Cette question, vous devez la poser au président de l'UFDG. Mais vous êtes favorable à une telle rencontre? Je n'ai pas être favorable ou à ne pas être favorable. Moi, je dis que combien de fois le chef de l'État nous a rencontré chacun des acteurs? Plus de N fois. Mais à chaque fois, c'est le reniement après. Ce que vous devez savoir, il y a une sorte de credibility gap, une défiance, un manque de confiance entre les partis qu'il faut savoir combler par la patience, par la pédagogie et non par les mots les plus désagréables à entendre. Je viens de vous citer là le cas, puisque les uns disent c'est l'opposition. Mais lui-même, il vient de reconnaître dans Jeune Afrique que la police, et avant lui-même d'ailleurs, avant lui, le porte-parole du haut commandement de la gendarmerie a dit que c'était une déclaration qui est même passée sur la radio-télévision guinéenne, que les policiers, les forces de l'ordre doivent cesser de rentrer dans les familles pour aller renverser les marmites, n'est-ce pas, des citoyens. Et que cela déshonore, n'est-ce pas, les forces de sécurité. Qui l'a dit. C'est contre nous. Vous pensez que c'est dans ce climat qu'on peut aller s'asseoir et pour dire quoi? Alors, M. Kouyaté, permettez-moi l'expression, je vous trouve un peu radical sur votre position. Hein? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Moi, je dis que il faut d'abord donner des signes de confiance. Être absolument sûr qu'on ne vient pas avec la malice politique, avoir ça aujourd'hui, demain, pour lui tordre le cou. Ça, c'est pas être radical. Mais il ne faut pas être naïf non plus. Si nous continuons comme ça à décider ensemble d'une chose et à faire le contraire, mais on n'ira nulle part. On se trompe, nous nous leurrons. Que les autres vous trompent, d'accord, mais que vous vous trompez vous-même. Je ne suis pas du tout radical, moi je ne suis pas un radical, mais je dis la vérité. Je viens de vous dire tout de suite que je ne m'associerai jamais à une entreprise, n'est-ce pas, de mise à feu à la Guinée. Je ne le ferai pas parce que je sais ce que c'est. Les gens ne savent pas ce qu'une guerre civile peut amener. Il faut avoir vécu des drames à la rwandaise, à la burundaise, à la somalienne. Et sur le plan de la religion, maintenant, ça fait florès. Le Yémen est là. L'Afghanistan, le Tadjikistan, on a vu tout ce qui s'est passé là-bas. Mais on s'amuse avec le feu. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État devrait, je dis devrait, prendre de la hauteur. Être rassembleur, fédérateur. Et ne pas manipuler les communautés. Aucune ethnie en Guinée ne réussira sans les autres. Ou nous réussissons tous, ou nous périssons tous. Si le chef d'État aujourd'hui enlève les 28 maires qui n'ont pas été élus, est-ce qu'on peut dire que c'est un début donc ça peut être un début d'une solution de sortie de crise? Mais écoutez, s'il enlève les 28 maires, alors par qui il va les remplacer? Il faut bien que ceux qui viennent soient élus.
Et c'est ce que la Constitution recommande. Ce n'est même pas l'accord, je ne me réfère même pas à l'accord de 2013. Je ne me réfère pas du tout à ça, contrairement aux autres qui font toujours référence à l'accord du 3 juillet, mais c'est une décision de la Constitution. C'est la Constitution qui le stipule et qui veut que 6 mois après les élections législatives, il y ait les élections régionales. Donc c'est une violation majeure. Et pourquoi, bon Dieu, il a remplacé ces 28? Dès qu'il est arrivé, il avait déjà son plan bien fabriqué, bien arrêté. Et je crois que c'est ce qui n'est pas vraiment sain. Parce que quand on vient, et les conditions de mise en place des délégations spéciales telles que prévues doivent être respectées. Le président a le droit de le faire, mais c'est après constat qu'au moins le tiers d'un conseil communal est en faute, constaté par la justice. C'est après ça, quand la justice rend, n'est-ce pas, cette décision de justice, que le président peut les enlever et mettre une délégation spéciale. Bon, les enlever, la durée de leur suspension ne doit pas dépasser 3 mois et la durée de vie des délégations spéciales ne doit pas dépasser 6 mois. C'est ce qui est dit dans le texte. Pourquoi il a violé tout ça? Oui, pourquoi? Oui, M. Kouyaté, il va falloir quand même faire donc des concessions, puisque nous sommes dans une situation de négociation. Êtes-vous prêt, M. Kouyaté, à accepter donc une organisation des élections donc locales cette année, et puis je peux parler du report des élections présidentielles? Est-ce que vous êtes favorable? Il n'a qu'à d'abord accepter. Lui, écoutez, je vais vous lire encore dans Jeune Afrique qui donne la réponse. Il dit qu'il est hors de question de reporter les élections présidentielles. Donc, il est hors de question pour lui d'organiser des élections législatives après. Il répond à votre question. Il répond à votre question. Dans Jeune Afrique, c'est, je crois, le numéro 2835 du 10 au 16 mai 2015. Lisez-le. On lui pose la question si, avec l'imbroglio dans lequel on est, il est prêt, n'est-ce pas, à reporter les présidentielles à l'année prochaine et que les élections communales aient lieu. Il dit hors de question. Mais ça, c'est sa réponse. Ça, c'est sa réponse à la question. C'est sa réponse à la question. Et vous-même, votre réponse. Non, votre réponse à la question. À quoi ma réponse sert dès que le premier intéressé déjà ferme la porte à cette éventualité? C'est lui qui a violé la Constitution. C'est lui qui n'a pas respecté l'ordre décrit dans la Constitution. C'est lui qui dit qu'il est hors de question de reporter les présidentielles. Donc la porte est déjà fermée. Oui, M. Kouyaté, le président Alpha Condé a dit beaucoup de choses qu'il est revenu sur sa position après. Oh, bon, écoutez, ça c'est une question de crédibilité encore. Un homme d'État ne doit pas dire des choses qui touchent à l'essentiel de la vie du pays et revenir là-dessus. On réfléchit 10 000 fois avant. Sa parole doit être considérée comme engageant l'autorité de l'État. Donc on ne peut pas. Si vous-même vous l'accusez de dire des choses et de revenir là-dessus, vous pensez que c'est comme ça qu'on gère un pays? Je vais dire après donc des négociations. Mais M. Kouyaté, j'aimerais certainement avoir votre réponse par rapport à cette question. Par rapport à cette question, oui. Si le président de la République accepte d'abord le principe que oui, c'était une violation que de vouloir faire des élections présidentielles avant les communautaires, les communales, et que maintenant, il demande qu'on s'asseye pour voir l'ordre des choses conformément, n'est-ce pas, à ce que nos textes disent, oui, je crois que ça serait déjà un début de reconnaissance de l'erreur commise. Mais il ne faut jamais tordre le cou aux lois en se basant sur le fait qu'on va s'asseoir et essayer de bricoler. Le bricolage n'est pas bon pour un État. Beaucoup de Guinéens, après cette discussion, attendent beaucoup donc, de la rencontre président Alpha Condé et Selou. Monsieur Selou, selon vous, ça n'apportera pratiquement rien. C'est bien cela? On est à quel point aujourd'hui, selon ce qui m'a été dit de Conakry, c'est que la rencontre est d'ailleurs reportée sine die. C'est-à-dire aucune date, aucun... Bon, bref, c'est ce qui se dit.
Mais pourquoi il n'a pas eu lieu jusqu'ici? D'accord. Si elle n'a pas eu lieu jusqu'ici, c'est déjà un mauvais signe. Déjà un mauvais signe. Alors, depuis l'arrivée du président Alpha Condé donc au pouvoir, la vie démocratique en Guinée, est-ce qu'on peut dire, elle se porte très mal, c'est bien cela? Ah oui, que sous les autres présidents? Non, il n'y a pas, on ne compare pas un président qui est venu à la faveur de dures épreuves de la part du peuple et qui espérait qu'après les régimes d'exception, exception entre griffes, parce que le président Conté est venu par un, disons, coup d'État, une prise de pouvoir en tout cas de façon irrégulière, et il y a eu des élections après. Comment ces élections ont été organisées, bon, les historiens nous diront ce que ça valait comme démocratie. Mais n'oublions pas quand même qu'il a accepté le multipartisme intégral sur la base des revendications des partis politiques. Ça, on doit le dire. Et au départ, quand il a accepté qu'il y ait bipartisme, il a voulu que ça, on maintienne deux. Mais les partis ont revendiqué, peut-être à raison, qu'il faut qu'on fasse l'ouverture totale et que celui qui veut créer son parti le crée, aux conditions fixées bien naturellement par la loi. On est à 100 et quelques partis aujourd'hui. Mais le président Conté a accepté le principe, il a été donc élu. Mais au total, il est militaire. Au total, avant lui, il y avait un régime qui s'est presque achevé au moment de l'intervention des militaires, après la mort de feu le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, paix à leur âme d'ailleurs, à tous les deux. Et après ça, les militaires se sont emparés du pouvoir, encore à cause des mêmes égarements, parce que le mandat de l'Assemblée avait expiré depuis déjà 3 ans, au moins. Au moment où le président Conté mourait, l'Assemblée n'était plus légitime, parce que l'Assemblée n'avait plus son mandat, le mandat étant expiré. Et ce n'est pas faute d'avoir informé l'Assemblée. Le président de l'Assemblée savait personnellement que le mandat a expiré. Mais c'est en Guinée qu'on voit que les gens s'accoutument de ces dépassements de mandat. Et quand il y a des problèmes maintenant, on veut éviter l'armée. Mais l'armée, pour moi, c'était inévitable dès lors que les institutions ne répondent plus, puisque le moment du vote, 1 an, 2 ans, 3 ans, une assemblée est là, siège. Et on va trouver toutes sortes d'arguments à cela. Alors, mais c'est après tout ça là, qu'à l'arrivée du président Alpha Condé, on a espéré qu'on n'allait pas continuer, que c'était fini. L'ère, n'est-ce pas, de ces tripatouillages, mais honnêtement, on est dans la politique politicienne plus que jamais. La politique politicienne. C'est la démocratie qui devient le masque pour la dictature. Voilà qui est donc assez clair. Alors, j'aimerais aussi avoir aussi votre point de vue par rapport à un autre sujet qui a alimenté donc la politique guinéenne pendant un certain temps. Quel est votre point de vue par rapport à la candidature unique? Est-ce que vous pensez que c'est une panacée face à tout ce qui se passe en Guinée? Écoutez, il y a ce que la raison nous recommanderait et ce que la réalité nous imposerait. Bien naturellement, ça serait l'idéal que d'aller en candidature unique. Mais dans un pays déjà fragmenté, où les ethnies se suspectent et où chacun a une base ethnique, dans un pays où le pouvoir aussi s'y mêle, n'approfondissant ces divisions, comment voulez-vous qu'il y ait une candidature unique? De toutes les façons, comme je le dis aux autres, il faut savoir faire le distinguo entre contradiction principale et contradiction secondaire. La candidature unique est salutaire, mais est-ce qu'on le peut réellement? Tous les observateurs de la vie politique guinéenne vous le diront. Les concessions entre nous opposants. D'abord, il y a combien d'opposants? Il y en a beaucoup. Ne pensez pas que ça se réduit seulement au PDN, l'UFPFR et UFDG. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Ces autres-là ah oui. Combien sont partis aux élections présidentielles de 2010? On était, je crois, une bonne brochette
de 20 à 25. Non, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a peut-être 6 ou 7 partis politiques qui comptent réellement en Guinée. Oui, mais même si c'est déjà 7 qu'il faut mettre ensemble pour avoir une candidature unique, ça ne sera pas chose facile. Je vous parle très honnêtement. Voilà, ça ne sera pas chose facile. Alors, quel est votre point de vue par rapport donc à l'annonce de la candidature du capitaine Dadis Camara? Est-ce que cela ne va pas vous affecter quand on sait que vous aviez été très fort au premier tour des élections présidentielles en forêt? Écoutez, je crois que ceux qui connaissent très bien la Guinée savent, n'est-ce pas, que il y a au moins 3 sur 4 régions qui sont des régions véritablement diversifiées et qui représentent à peu près un microcosme national. Donc, à ce niveau, on n'a pas à être pour ou contre la candidature de quelqu'un. Le capitaine Dadis est venu à un moment tragique de l'histoire de la Guinée et je ne le blâme pas de vouloir jouer son destin et de vouloir contribuer, n'est-ce pas, à l'édification de la Guinée, au progrès de la Guinée. Ce n'est pas à moi de juger. Sa candidature doit être conforme à la loi. Point très. Conforme à la loi. Tout cela, il faut reconnaître que en 2010, les conditions préjudicielles pour pouvoir être candidat n'ont même pas été respectées. Et vous savez très bien que ça n'a pas été respecté. Alors, dans le cas de M. Dadis, vous parlez de conformité, est-ce qu'il y a quelque chose un peu derrière la tête, un tout petit peu? Non, je dis simplement, ce n'est même pas pour lui que je le dis pour tout le monde. Quiconque veut compétir, qu'il soit désigné par son parti et qu'il réponde aux critères de forme et de fond, il est libre de se présenter. Alors, certaines personnes pensent que sa candidature... On n'a pas à avoir d'inquiétude particulière. Ma zone, je remercie la région forestière qui m'a fait confiance et qui continue à me faire confiance. Je crois qu'ils n'ont pas le réflexe. Vous savez, la région forestière a donné plusieurs fois la preuve, n'est-ce pas, de son sens de démocratie. Rappelez-vous, c'était en 1953, aux élections communales de Beila, que Beila a choisi le président Sékou Touré contre, n'est-ce pas, un de ses propres fils. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout gagné. Mais ils ont jugé que c'est lui qui pouvait, n'est-ce pas, faire le travail pour Beila. Et ils l'ont choisi au Conseil général. Alors, son adversaire, c'était Kefin Donso, qui est de la région. La forêt a donné, en tout cas pour Beila, ils ont donné cette preuve. Et je crois que ça a toujours été le cas. Un haut fonctionnaire, je ne dirai pas son nom, de la période de transition m'a dit, tu sais, la triche était trop. Tu as été premier à Macenta avec la moitié de tes voix parce qu'on a supprimé, mais malgré tout, tu es devenu premier à Macenta. C'est vous dire que le courant est fort. Et je crois que ça le restera parce que ce n'est pas une question d'origine, c'est une question... Tous ceux qui ont voté pour moi là-bas ne viennent pas de la même région que moi, ni du côté paternel, ni du côté maternel. Mais ils ont jugé en fonction de leur conscience pour savoir qui peut quoi, qui peut faire quoi. Alors, par rapport à M. Dadis Camara, certaines personnes pensent que sa candidature est inopportune, au vu donc de ce qui s'est passé le 28 septembre. Certaines personnes disent qu'ils doivent donc répondre à la justice avant donc de penser à diriger ce pays-là un jour. Quel est un peu votre point de vue par rapport à ça? Mais ça, c'est une question. Dès qu'ils doivent répondre à la justice, est-ce qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre lui? À ce que je sache, non. On parle aussi d'une moralité. À ce que je sache, non. Est-ce que la procédure judiciaire a été entamée? À ce que je sache, non. Alors, il y a la présomption. Pardon? C'est sous lui qu'il y a eu pratiquement les 155. La présomption d'innocence est le fondement de la justice, jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée. Voilà. Alors, je ne défends pas l'indéfendable, je suis en train de vous dire des faits là. Si un mandat avait été lancé contre lui, si il avait été traduit, s'il avait été jugé, oui, de par ce jugement et les résultats, surtout du jugement,
Il pouvait être ou non candidat, empêché. Mais puisque rien de tout cela n'a été fait, que voulez-vous que je vous dise? Cela ne dépend pas de moi, ça ne dépend de personne, ça dépend de la justice. Voilà, ça dépend donc de la justice. Mais M. Kouyaté, serez-vous candidat à l'élection présidentielle cette année? Cela dépend de mon parti. Je le dis toujours, je ne vais pas... Mais nous sommes déjà, M. Kouyaté, nous sommes déjà à quelques mois de ces élections. À quand c'est tellement le congrès ou bien la convention de votre parti? Mais quel est le parti qui a fait sa convention encore? Non, bon, et le congrès, alors, le congrès, c'est les autres partis. Bon, si vous dites congrès, quel est le parti qui a fait son congrès pour désigner son candidat? Que ce soit par congrès ou par convention. Le PDN, ce n'est pas les autres partis, M. Kouyaté. Ah non, le PDN, ce n'est pas les autres partis, mais je veux vous dire là, puisque vous dites qu'on est à quelques mois, je veux vous dire que personne, il n'y a pas de candidat pour l'instant enregistré. Le capitaine Dadis l'a dit, parce que son parti le veut ainsi. Par quel mécanisme, je ne suis pas dans le secret du statut de leur parti pour savoir par quelle voie ils désignent leur parti, leur candidat. Mais je sais que de façon générale, les partis, c'est au cours d'une convention ou d'un congrès, appelez ça comme vous voulez, et que le candidat est désigné. Autant le PDN ne l'a pas fait encore, autant les autres ne l'ont pas fait. Mais moi, je n'aurais pas l'outrecuidance de dire je suis candidat quand je n'ai pas été désigné par mon parti. Et je vous rappelle qu'en 2010, ceux qui pensaient que ipso facto, le président du parti est le candidat naturel du parti, j'ai dit non. S'il n'y a pas d'autre candidat, je ne me présente pas, alors que le parti n'est pas de candidat. J'ai exigé qu'il y ait une compétition à l'interne. Ce n'était pas des primaires en tant que tel, mais au moins qu'il y ait d'autres candidats. Je dis aujourd'hui, c'est bon. Vous pouvez penser que je vais gagner. Je suis moi-même confiant qu'aujourd'hui, je peux gagner parce que vous me faites confiance. Mais et le jour où vous me perdez confiance, on aura déjà appris à gérer, n'est-ce pas, ces contradictions et avoir des candidatures multiples. Il y a eu 3 candidats à la convention du parti. C'est, je crois, un cas unique en Guinée. Et vous voulez qu'aujourd'hui, je vous dise que je serai candidat à quelques mois, même si c'est le nombre de mois. Si la convention ne se tient pas, je ne pourrai pas dire que je suis candidat. Et c'est sincère. Parce que nous, on ne se contente pas de dire, on l'a fait. Oui, mais M. Kouyaté, beaucoup de personnes vous diront que au PDN, ça sera une formalité, hein, que tant que M. Kouyaté sera là, je serai candidat. Que ça soit une formalité, d'accord. Mais commençons par cette formalité. Un jour, ça ne sera pas une formalité. Bien sûr. Mais, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui commence une industrie, qui commence un travail artisanal et qui veut avoir un produit qu'il ne peut pas faire avant 20 ans. Mais il dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne commence nulle part. Il faut oser commencer quelque part. Même si c'est une formalité. Mais au nom de la formalité, on ne doit pas imposer son dictat. On ne doit pas imposer son dictat. Alors, M. Kouyaté, nous sommes pratiquement au terme donc, de notre émission. Les toutes dernières questions. Un mot sur la gestion un peu donc de l'Ebola. Le président Alpha Condé était donc aux États-Unis tout récemment. Hein. Il a pu avoir donc des soutiens donc des bailleurs de fonds et puis des institutions donc internationales. Alors, est-ce que vous avez un petit mot par rapport à la gestion donc de l'Ebola dans votre pays? Écoutez, quand Ebola a commencé, j'étais l'un des leaders, sinon d'ailleurs le seul, qui avait sonné déjà le tocsin quand on m'a posé la question que si Ebola, cette épidémie terrible, était bien gérée par l'État. J'ai dit non. Je n'ai pas du tout hésité, j'ai dit non. Il y a mauvaise communication, il y a mauvaise anticipation, il y a mauvaise donc, éducation du peuple. Je dis, et les conséquences, on les verra après. Je l'ai dit. Mais pour répondre à votre question, voilà encore que le président nous facilite la tâche. Le Jeune Afrique lui pose la question. L'argent de la communauté internationale n'est pas versé aux États concernés, mais aux ONG et aux institutions spécialisées de l'ONU. Est-ce pour cela que vous avez eu la dent dure contre ces dernières? Il dit, et je le cite, « Je n'ai rien dit de nouveau. Chacun sait qu'après le tremblement de terre en Haïti, 10% seulement
des sommes débloquées ont directement bénéficié aux victimes. Le reste est parti en frais de fonctionnement. Soit dit en passant, il y a là de quoi rendre ridicule ceux qui accusent le gouvernement guinéen de détourner une aide qu'il ne reçoit pas. Alors, si vous vous dites qu'il a reçu de l'aide, lui dit qu'il ne reçoit pas d'aide. Bon, ben, quand je vais dire bien, je parlais beaucoup plus de la Guinée. Hein. Je crois que vous avez parfaitement raison. Hein. Alors, merci, oui, mais bien sûr, il parle de la Guinée là. Il a cité le cas de Haïti comme exemple. Mais à la fin, il dit bien, il y a de quoi rendre ridicule ceux qui accusent le gouvernement guinéen de détourner une aide qu'il ne reçoit pas. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il ne reçoit pas d'aide. Et vous dites qu'il a reçu des États-Unis. Alors, qui croire sur parole? Voilà. Merci beaucoup, donc, M. Kouyaté. Alors, je vous consacre donc les 5 dernières minutes, hein, pour vous adresser donc à vos compatriotes qui ne vous ont pas entendu depuis pratiquement déjà quelques mois. Hein. Vous avez 5 minutes pour vous adresser à vos compatriotes. Je ferai peut-être moins de 5 minutes parce que l'essentiel se résume à la volonté d'un pays de donner à son destin un sens. Des pays, et parmi eux, là où vous vivez, les États-Unis, ont affronté les pires difficultés à un moment ou à un autre de leur existence. Ils s'en sont tirés par le patriotisme, l'esprit d'unité, malgré tout ce qui a perduré comme opposition raciale. Mais aujourd'hui, c'est un noir qui est à la tête, n'est-ce pas, des États-Unis. Les extrémistes diront, non, il est métissé. Même à l'époque, les métissés étaient rangés dans la catégorie, n'est-ce pas, des noirs, si c'est un noir métis. Alors, je veux dire à mes concitoyens de refuser l'instrumentalisation de nos groupes régionaux. La Guinée, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est pas divisée en 4 régions, mais est composée de 4 régions. On ne peut plus rien contre ça. Tous ceux qui luttent à diviser ces régions doivent échouer lamentablement. Le réflexe ethnique, c'est la guerre. Et nous ne voulons pas de cette guerre. L'histoire de l'humanité montre que partout où il y a eu ces réflexes, la société ou la nation à laquelle ça s'applique court un grand danger. Je lance un appel à nos concitoyens pour que, dans la responsabilité, ils conduisent les changements nécessaires, mais dans le refus absolu de la désintégration d'une Guinée qui a du mal à forger une nation. Il n'est pas tout que de dire il y a la nation. En Guinée, comme dans beaucoup de pays encore, la nation n'existe pas. Parce que ce sont des choses où il faut s'accepter mutuellement. C'est une nation, c'est pas seulement un territoire, un peuple, mais c'est aussi même une langue commune. Quand je parle de ça, bon, on pense que je suis esthète ou bien je veux aller à l'extrême, mais il n'y a rien d'impossible face à la volonté. Il faut oser. Le français aujourd'hui, c'est imposé en France, c'est la combinaison de plusieurs langues. Que ce soit des Celtes, que ce soit le gaulois, que ce soit le latin, toutes ces langues-là ont été mixées. Et le français tend maintenant chacune des langues aujourd'hui parlées au monde se nourrit des autres langues. Prenez le soussou. Combien de mots anglo-saxons il y a là-dedans? Les soussous appellent la fenêtre window. Ça vient de window. Ils appellent la rue tricky. Ça vient de street. Carpenter, ça c'est carpenter. Le menuisier. Je peux vous citer un exemple comme ça. Nos langues se sont alimentées avec des mots de l'extérieur. Qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, de prendre les principales langues de notre pays avec la volonté politique et avec le refus de la paresse, donc
l'engagement intellectuel des experts en la matière pour nous donner une langue commune. Tous ceux qui remarquent la vie politique en Afrique de l'Ouest disent à un moment ou à un autre, le Sénégal a la chance parce que tout le monde parle Wolof. La langue est essentielle. Mais personne n'a le courage d'aborder ce sujet. Mais nos groupes ethniques vont continuer à demander aux Nations Unies de reconnaître les langues vernaculaires. Ça ne fera que creuser encore le fossé. Très peu de personnes savent qu'il a fallu même un décret ici en France pour dire que tous ceux qui ne parlent pas, parce qu'il y a eu des réticences bien sûr, que tous ceux qui refusent de parler français ne répondent pas au nom de français, c'est-à-dire à la nationalité française. Donc, quelque part, il y a eu de courage politique qui s'est associé au travail formidable fait par les experts en la matière. Voilà mon appel au peuple de Guinée. Voilà mon appel pour le salut de ce pays, pour que la Guinée ne s'enflamme pas, pour que nous conjuguions le même verbe et que nous prenions avec, n'est-ce pas, une décision hardie, que nous prenions le même chemin. Je vous remercie, M. Roger, de m'avoir donné cette occasion. Et c'est toujours pour moi un plaisir d'être avec vous. Et vous savez poser les questions, mais je crois que je vous parle du fond de mon cœur. Merci, M. Kouyaté, je vous remercie et surtout portez-vous bien. Bon courage, au revoir. Merci à vous de même. Voilà, nous étions donc